Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les actus qui font bouger la France, notamment en 2021, les actus qui font bouger aussi les États-Unis d'Amérique. Les Américains sont-ils en mesure de se réconcilier après l'invasion par les partisans de Donald Trump du Capitole, c'est le Parlement à Washington? Les sondages, le dernier sondage montre que 45% des électeurs, c'est presque la moitié, 45% des électeurs républicains soutiennent cette invasion. Dans l'autre camp, on parle de sédition, on parle de terrorisme intérieur. Ce sont les mots très forts du président Joe Biden qui sera intronisé officiellement le 20 janvier. Et en plus, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, le président sortant Donald Trump n'assistera même pas à cette intronisation. Les Américains sont-ils capables de se réconcilier? On en parle tout de suite avec Maxime Thiebaud. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio. Docteur en droit, élève avocat, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Nous sommes également, comme tous les vendredis soirs, avec Tom Conan. Bonsoir. Bonsoir. Artiste, écrivain et auteur du livre Radical. C'est publié chez Albin Michel. En quelques mots d'abord et pour commencer, en une phrase, la manière dont nous, Français, nous avons pu réagir. On est habitués quand même au désordre, aux manifestations plus ou moins violentes. Vous avez fait un livre sur les Gilets jaunes, il y a eu aussi des débordements. La manière dont vous, Maxime Thiebaud, déjà vous avez accueilli cette invasion du Congrès à Washington. C'est toujours choquant de voir des gens pénétrer dans un lieu aussi sacré. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que le Capitole, c'est quand même l'encre, c'est le temple de la démocratie américaine, c'est même le temple de la démocratie dans le monde, parce que ça a été l'une des premières démocraties modernes. Donc c'est sûr que ça a choqué tout le monde. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que ça a choqué en même temps pas trop choqué. C'est-à-dire que les gens se sont dit ouais, c'est pas bien, ils sont entrés dans le Capitole. Mais bon, on a eu pas mal de défense même sur les réseaux sociaux. En France, on a 45% des électeurs républicains aux États-Unis qui sont pas opposés. Moi, ce qui m'a choqué, par contre, c'est qu'il y a eu 4 morts. Oui. On a eu les Gilets jaunes en France, on a eu 0 mort. À cause des forces de l'ordre. Alors il y a eu des morts contestés par les Gilets jaunes, il y en a eu à côté. Il y a eu des morts qui n'étaient pas des morts volontaires. On a eu beaucoup de blessés quand même. Il y a eu beaucoup de blessés, mais il n'y a pas eu de mort. Là, il y a eu 4 morts dans la pénétration du Capitole, avec des images qui sont quand même choquantes, parce qu'on peut se poser la question sur la réalité de la légitime défense ou de la nécessité de faire usage de son arme lorsqu'on voit cette dame qui s'écroule en voulant passer à travers la fenêtre, alors qu'elle n'a pas d'arme, qu'elle n'est pas menaçante. Pour vous, c'est une bavure. Une bavure, j'en sais rien. Je ne veux pas juger sur le plan juridique. Mais en fait, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que ça n'a choqué personne en France. Personne s'est dit, c'est quand même incroyable qu'il y ait eu 4 morts. Honnêtement, ça a choqué beaucoup de gens. Moi, autour de moi, en faisant des petits sondages, même par des gens qui avaient des idées différentes, non, ça a choqué beaucoup de gens, et notamment, effectivement, sur cette femme, en effet, dont la mort est, comme les autres, évidemment, forcément très regrettable. C'était une femme. D'ailleurs, il y a un policier qui a succombé à ses blessures aujourd'hui. Il a été blessé assez gravement pendant l'invasion du Capitole. Un policier qui était comment le décririez-vous Comment décririez-vous cette invasion? On va revenir sur les mots. On a entendu le mot insurrection, on a entendu le mot attaque contre la démocratie. On a vu aussi, et ça correspond bien aux images qu'on a, c'était une espèce de carnaval sanglant, certes parce qu'il y a des morts, mais carnaval quand même. C'est quoi pour vous? On peut dire, c'est une insurrection, ça c'est certain, mais c'est aussi une forme de sédition. Puisque l'idée quand même dans ce mouvement-là, du fait qu'il soit relié à ce que disait Donald Trump, parce qu'en fait, pour rebondir sur ce que disait Maxime, ce qui est très grave dans l'acte en lui-même, c'est pas seulement le fait que quelques personnes, quelques dizaines, quelques centaines de personnes se soient introduites dans le Capitole, c'est le fait que ça a été quand même encouragé, pas forcément actionné directement, mais encouragé par Donald Trump, président, pas seulement un ancien président, mais président en exercice toujours. Voilà. C'est ça en fait qui est vraiment très problématique. Et en fait, ce qui se passe actuellement, moi, ce que j'ai l'impression quand même de comprendre, c'est que Trump lui-même semble avoir quand même réalisé la gravité incroyable des propos qu'il a pu tenir et qui ont mené à cela. Et moi, actuellement, je pense qu'il est en train vraiment de redouter ce qui va se passer. Alors justement, on va redonner un tout petit peu de contexte, parce que pendant l'invasion du Capitole, vous avez les sénateurs et les représentants qui sont en train, ça prend beaucoup de temps, c'est très codifié, de certifier la validité des votes qui donnent la victoire à Joe Biden. Ça a été fait après. Les manifestants sont contre, ils sont en faveur de Donald Trump, ils disent que l'élection a été volée, qu'il y a eu une fraude massive, ce que la justice dément. Ils interrompent ce processus. Quand il y a l'invasion du Capitole, Donald Trump diffuse une vidéo quasiment en direct où il dit
j'appelle à aucune violence. Ça c'est vrai qu'il a appelé absolument les manifestants à ne pas être violents. En revanche, il leur dit vous êtes très spéciaux et vous êtes de grands patriotes. Et avant, il change d'avis en 24 heures. Il dit le contraire, il dit je condamne fermement. Avant, il a quand même dit à la fin, il a dit au moment où il y avait un dépouillement de je sais plus quel État, il a dit marcher sur le Capitole. Hein. Ça, il l'a dit pendant son discours. Oui. Et c'est à ce moment-là où les gens se sont déplacés. Marcher vers le Capitole. Alors, faut vraiment être neuneux quand même pour pas avoir compris de toute façon, quels que soient les propos de Trump, que évidemment c'est quelque chose qui était encouragé. Alors, encore une fois, souhaité peut-être pas de manière aussi précise, hein, parce qu'il sait très bien les risques que ça peut générer. Peut-être qu'il n'avait pas anticipé aussi que les manifestants pénètrent à l'intérieur. Mais je veux dire, voilà, mais tu vois, là, pour le coup, c'est pas un effet Trump indirect, c'est un effet Trump tout à fait direct. Je pense qu'il en est parfaitement conscient. Je pense qu'il avait même pas compris. Je pense qu'au début, il a dit vous marchez sur le Capitole parce qu'il sort ses conneries en permanence sans même les réfléchir. C'est quand même une réalité. Il en a sorti Trump des choses qui nous ont tous choqués. Il nous avait sorti sur le Covid. Enfin, il y a plein d'éléments. Là, je pense qu'il a dit marcher sur le Capitole sans se rendre compte des conséquences. Et c'est après coup qu'il a réalisé. Parce que moi, au début, je me disais, c'est un coup d'État. Je me dis, quand il dit on marche. Non, mais attendez, Napoléon, quoi, il a voulu sortir à Saint-Cloud, le conseil des 500. Il a marché. Bon. Oui, mais c'était l'armée qui est rentrée avec un général qui a crié foutez-moi tout ce monde dehors. Il a entraîné l'armée. Non, mais alors c'était un peu plus long. Mais bon, bref. Mais Trump, il a dit marcher sur le Capitole. C'est quand même un appel à un coup d'État. Oui, ou un appel à une manifestation. Alors, mais un coup d'État, c'est pas rendu compte après coup des conséquences, et c'est là où il a rétropédalé. On a dit, mais après, encore une fois, je pense que ce qui est problématique, c'est qu'on peut le qualifier différemment. Il y en a qui vont dire, et qui disent déjà, notamment en France, voilà, finalement, c'est un droit de résistance à l'oppression, il y a une oppression... c'est un droit de manifester, tant que vous restez sur le Capitole, devant le Capitole sans y entrer, vous avez le droit. Plus que le droit de manifester, il y en a qui disent c'est un droit de résistance à l'oppression. Il y aurait un système oligarchique qui aurait invalidé, qui aurait trompé l'élection, etc. Mais en réalité, donc c'est ça qui est problématique. Ça remet en cause la procédure elle-même qui, apparemment, a été tout à fait validée. Donc c'est ça qui est très gênant dans l'affaire. Effectivement, d'où la question que nous nous posons ce soir. Les Américains sont-ils en mesure de se réconcilier? Les démocrates ont vécu cette invasion comme un attentat du terrorisme intérieur, il n'y a pas d'autre mot. Les républicains, la moitié des républicains, en tout cas des électeurs républicains, presque la moitié, sont plutôt favorables à cette invasion du Capitole. Donald Trump n'assistera pas à l'intronisation de son successeur Joe Biden, ce sera le 20 janvier, il l'a annoncé aujourd'hui, ne sera pas là. Les Américains sont-ils en mesure de se réconcilier? Trump a promis une transition en douceur après pertes et fracas, mais en tout cas il l'a promis. On en parle dans quelques instants avec Tom Conan et Maxime Thiebaud. Les voix qui font bouger la France et les actus qui font bouger l'Amérique ce soir avec Tom Conan, artiste et écrivain, et Maxime Thiebaud, élève, avocat, docteur en droit et écrivain aussi d'ailleurs. Faut le rappeler, vous aviez écrit moins que Tom quand même. Oui, certes, mais vous aviez écrit sur les Gilets jaunes qui était un grand mouvement de contestation en France. C'est pas complètement terminé, même si c'est quand même beaucoup moins fort que le 17 novembre. Et on pourrait rapprocher certaines manifestations des Gilets jaunes à ce qui s'est passé au Capitole cette semaine à Washington. Je le disais, 45% des électeurs républicains soutiennent cette invasion par les partisans de Donald Trump du Congrès américain. Et pourtant, Donald Trump, hier, a pris la parole en les condamnant. I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence. Je suis choqué, scandalisé par la violence, les hors-la-loi. J'ai déployé immédiatement la garde nationale pour sécuriser ce bâtiment. Il condamne vivement et il rappelle à la fin que l'Amérique est et restera toujours un pays de loi et d'ordre. Law and order, c'est vraiment le slogan et son slogan. Donc il lâche des manifestants dont il dit clairement qu'ils n'auraient jamais dû rentrer, qu'ils ont été violents et que c'est scandaleux. Il lâche des manifestants qu'il a encouragés à aller vers le Capitole en 24 heures. Mais il me semble que c'est parce qu'il sait très bien que d'ici quelques semaines, il y a des affaires pénales qui vont l'attendre, qui sont à la fois extra-politiques, qui peuvent concerner des activités éventuellement qu'il a pu avoir, ou la campagne, enfin voilà, des choses un peu extérieures en tout cas à son mandat, mais ensuite éventuellement cet acte-là, parce que à un moment donné, encore une fois, la responsabilité qu'on a, si aujourd'hui on sait très bien que n'importe qui d'entre nous poste quelque chose sur Twitter, comme il adore le faire, et il peut plus, justement, on en parlera. Là, justement, mais on peut engager notre responsabilité, y compris la responsabilité pénale, si on se met à faire des insultes, à encourager des comportements. Il assure d'ailleurs, et ça c'est important, c'est un aspect de sa déclaration, j'ai immédiatement déployé la garde nationale. Ça a été extrêmement contesté, voire démenti pendant l'invasion du Capitole, c'est-à-dire que la ville de Washington a demandé au pouvoir central de déployer la garde, le pouvoir
pouvoir central a dit non. Ensuite, les médias américains, c'est vrai, ils n'aiment pas Donald Trump, il faut le reconnaître, on dit que c'était probablement Mike Pence, donc le vice-président, qui a été évacué lui-même parce qu'il était au milieu de tout ce foutoir, qui a ordonné le déploiement. Donc là, il se couvre. Oui, il se couvre complètement. En fait, il y a deux choses. On parlait tout à l'heure des Gilets jaunes, mais il y a un point commun entre ce que connaissent les États-Unis actuellement et ce qu'on a connu en France. C'est une rupture du lien de confiance entre les institutions et le peuple. Globalement, on a ce problème-là qui est de plus en plus récurrent et de plus en plus installé, où les gens ne font plus confiance aux institutions. Les électeurs de Donald Trump ou les partisans de Donald Trump, dans le cas précis, aux sénateurs. Mais 45% des républicains, quand même des électeurs républicains. C'était quand même énorme. C'était quand même énorme. Je finis juste mon analyse. Le contrat social, c'est Rousseau, c'est ce qui nous permet de vivre en paix, en sécurité, en liberté, de garantir les droits naturels, etc. Bon, blabla, super. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les démocraties modernes, c'est que, étant dépourvues de pouvoir, s'étant de plus en plus soumis au consumérisme, à la mondialisation, etc., elles n'arrivent plus à répondre à un besoin de sécurité, un besoin de pouvoir garantir l'avenir à Ça veut dire que les dictatures sont plus efficaces aujourd'hui par les temps qui courent ? C'est même pas ça, c'est que cette rupture du lien de confiance, elle est dangereuse parce qu'elle amène à un besoin d'autre chose. Et on ne sait pas quoi. Les Gilets jaunes voulaient autre chose. Ils n'ont jamais su le décrire. Avec Trump, c'est pareil. Alors, ils ont su le décrire, mais ils n'ont pas été d'accord pour décrire la même chose. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils avaient une personne qui représentait les Gilets jaunes, ils le désinguaient parce qu'ils ne voulaient pas de représentant. Et juste une chose, Trump... La différence, c'est que Trump était pourtant chef d'État et anti-système. Et il nous a démontré ici qu'on ne pouvait même pas faire confiance aux propres institutions qu'il avait mises en place, au propre système électoral. Non, mais voilà, je pense que en fait, c'est le nœud du problème. En fait, soit on joue dans la cour des institutions traditionnelles telles qu'elles existent, soit on joue en dehors. À ce moment-là, on crée, par exemple, comme il voulait le faire éventuellement, un média, on fait de la culture, de la métapolitique. Vous voyez, on est dans un autre registre. On peut faire les deux, mais on peut faire de la politique tout en disant qu'on est contre le système. Mais à un moment donné, non, mais je veux dire, soit c'est comme par exemple en France, des partis comme le NPA. Depuis quelques années, il est maintenant en dehors du jeu politique traditionnel. Il le dit parce qu'il considère que c'est une stratégie. Oui, mais parce qu'il ne fait pas les scores de Donald Trump aussi. Non, mais Donald Trump a eu des millions de voix. On ne peut pas dire à la fois on est dedans et on est dehors. Et en fait, sur la question des médias, parce que vous savez, en français, on dit les réseaux sociaux, en anglais, on dit social media, qui veut dire les médias sociaux, ce qui serait d'ailleurs un terme un peu plus précis. Parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement, quelque chose d'assez inquiétant, c'est qu'à la fois des gens comme Trump, les comportements qu'on vient de commenter, et par ailleurs, on voit que du coup, que finalement, comme les institutions elles-mêmes sont tellement affaiblies par celui qui est censé les garantir en tout cas leur continuité, c'est finalement les médias sociaux ou les réseaux sociaux qui jouent une espèce comme ça de garde-fou très imparfait, parce qu'il ne faut pas oublier que les boîtes comme Twitter, Facebook, etc. sont des boîtes privées. On en a parlé effectivement aujourd'hui. C'est vrai que c'est Facebook et Twitter qui commencent à décider ce qu'on a le droit de dire ou ce qu'on n'a pas le droit de dire. Ça vaut aussi d'ailleurs pour Donald Trump, qui se fait censurer une bonne partie de ses tweets et qui est censuré sur Facebook. J'aimerais juste aborder un autre aspect qui est important aussi, parce que c'est vrai que tout le monde tape sur Donald Trump aujourd'hui, donc même pour le principe, je me ferai l'avocat du diable. Vous avez eu effectivement des partisans de Donald Trump qui sont entrés de force dans le Congrès pour dire Joe Biden ne sera pas mon président parce qu'il a volé l'élection à Donald Trump, c'est lui mon président. Sauf que pendant 4 ans, à chaque manifestation aussi, on a entendu Donald Trump mais pas mon président. On a entendu des gens dire il a acheté son élection, il a réussi à gagner son élection grâce à une puissance étrangère, en l'occurrence la Russie. Pourtant la justice aussi l'avait blanchi. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les torts, en tout cas, du manque de respect de la présidence américaine sont partagés dans les deux côtés? C'est l'effet papillon de Benabar. Et on le connaît en France comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a attaqué l'élection de Trump, on attaque celle de Joe Biden. En France, on le voit, quand vous avez le président de la République qui dit « je vais tirer au sort 35 personnes pour se prononcer sur le Covid ». Il trahit les institutions, parce que qui est censé se prononcer sur sa politique? En tout cas sur la politique du gouvernement, normalement c'est le Parlement. On est d'accord. Mais c'est que des petits éléments, c'est des petits effets papillons qu'on a partout et qui affaiblissent nos institutions. En même temps, combien de fois a-t-on entendu depuis le début de son mandat des Français dire, qu'ils soient de gauche ou de droite, ou à gauche de la gauche ou à droite de la droite, Emmanuel Macron n'est pas mon président, il est le moins bien élu. Mais il y a deux poids deux mesures, parce qu'en fait, il peut très bien y avoir, et sur cette station, il y a eu pas mal de personnes très très farouchement pro-gilets jaunes et anti-Macron par exemple, par certains avec tout à fait dans les deux camps, de la pertinence. Aussi, voilà, non, mais je veux dire, notamment ici, il y a des gens comme Étienne Chouard, etc., qui se sont exprimés, etc. On peut partager ou pas leurs opinions, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il peut y avoir cet aspect-là qui peut aller même extrêmement loin dans la contestation d'une personne sans pour autant aller dans la négation des institutions elles-mêmes. On peut très bien dire Macron me représente pas, la manière que vous pouvez dire que Sarko me représente pas, c'est pas du tout problématique. Je vais vous prendre un autre exemple, histoire de vous embêter un petit peu, Tom Conan. Imaginons que demain Marine Le Pen soit présidente de la République. Est-ce que vous direz que c'est votre présidente ou pas?
Je dirais pas que c'est ma présidente, évidemment. C'est celle de votre pays, effectivement. Évidemment, je serai dans un combat permanent pour critiquer ses idées et sa politique. Est-ce que vous envahirez l'Assemblée nationale, la majorité RN? Absolument pas, parce que justement, avec ensuite, le gang des bandanas, ce serait en fait la pire des choses. Alors éventuellement, il pourrait y avoir une exception. L'exception, ce serait éventuellement si les institutions sont niées ou renversées à un point tel que le peuple, effectivement, doit être appelé. En théorie, il y a des garde-fous dans n'importe quel pays. C'est-à-dire que si la Constitution est violée, normalement, pas toujours, mais normalement, on y prend garde. Non, mais moi, je suis pas pro-Macron, mais c'est mon président. Parce que c'est le président de la République. C'est-à-dire que la personne doit s'effacer derrière la fonction. Et peu importe le président, je respecte le président de la République. Après, combattre les idées, ça... Et quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, que vous entendez une position aussi clivée, la moitié des électeurs républicains qui soutiennent une émeute dans le cœur de la démocratie, est-ce que vous croyez vraiment que les 4 ans qui s'annoncent avec Joe Biden seront de tout repos? Quand Joe Biden dit si ça avait été Black Lives Matter, si c'était devant le Capitole, ça n'aurait pas été la même chose, je suis désolé, il est président élu, le minimum c'était pas faire cet exemple, cette comparaison, parce qu'il entretient la fracture qui sont... Oui, sauf que parlons-en quand même, juste cet exemple-là. Vous avez une photo qui circule énormément. Alors je me suis renseigné. Alors vous allez vous renseigner, Non, je me suis renseigné. Vous allez nous renseigner, c'était la photo du Capitole qui a été envahi il y a quelques jours par les pro-Trump, et lorsqu'il y avait des manifestations de Black Lives Matter, il y avait effectivement 5 ou 6 rangées de soldats en armes devant le Capitole. Autant vous dire que si à l'époque on voulait rentrer de force dans le Capitole, tout le monde se faisait tirer dessus. Il y a une différence fondamentale, c'est que les États-Unis ne sont pas habitués aux manifestations autoproclamées. C'est-à-dire qu'ils les déclarent tout le temps. Elles sont tellement bien déclarées qu'il y a même des toilettes installées pour les manifestants. D'accord. Et donc Black Lives Matter avait déclaré sa manifestation, dont tout le dispositif avait été mis en place. La différence qu'on a eue là, c'est que la manif n'était pas déclarée, elle n'était pas préparée. Et le pays du FBI et de la toute-puissante CIA n'a pas pu anticiper le fait qu'il y ait 10 ou 20 000 manifestants pro-Trump encouragés par leur propre président. Je pense qu'ils ont été un peu surpris, et puis c'est pas évident quand tu moi je trouve ça intéressant de faire la comparaison sur les faits, parce qu'après tout il peut toujours y avoir des ressemblances ou des similarités quelconques, mais après c'est quand même l'origine même d'un mouvement qui compte, il me semble tout de même. Et le mouvement Black Lives Matter, c'était quand même fondamentalement un mouvement qui dénonçait les bavures, les violences policières, de promotion des droits civiques, un mouvement égalitaire, égalitariste, avec certains débordements, etc. Mais on peut pas comparer le mouvement Black Lives Matter avec le mouvement des pro-Trump. À la limite, je veux dire, en matière c'est pas la même légitimité tout de même. Certes, mais en matière de maintien de l'ordre, c'est pas le problème du policier. S'il y a 20 000 manifestants Black Lives Matter ou 20 000 manifestants pro-Trump, oui, mais c'est la racine qui est importante. Non, mais la racine est importante pour vous. Le policier, il s'en fiche. Il voit arriver 20 000 manifestants, quel qu'il soit. Il y avait une différence aussi. Par exemple, c'est comme si on parlait des gilets jaunes. On fait un peu cette espèce d'aller-retour depuis tout à l'heure, et c'est pertinent d'ailleurs. Mais c'est comme si on disait que les gilets jaunes, parce qu'ils ont été violents, ça serait comparable à un mouvement fasciste. Non, les gilets jaunes, c'était pas un mouvement fasciste. Par contre, il y a eu des débordements et des aspects des gilets jaunes qui étaient très condamnables, mais c'est pas un mouvement fasciste. Avec Black Lives Matter, c'est qu'il y a eu énormément quand même d'atteintes aux biens et aux personnes avant même cette manifestation. Il y a eu des pillages. C'est comme tout, quand vous maintenez l'ordre, moi je me mets à la place du chef de la police, il a regardé l'historique, il s'est dit bon, les mecs ils pillent, etc., ils peuvent avoir l'envie d'entrer dans le Capitole, donc je vais mettre des militaires. Là, la seule différence, c'est qu'ils n'avaient pas prévu qu'un type avec un truc avec des cornes allait s'asseoir à la place du speaker. Ce qui est arrivé, effectivement, un homme torse nu, bariolé, tatoué de partout, avec un casque de viking et le chapeau de Davy Crockett et en pantalon de jogging, a brandi un drapeau américain à la place du speaker dans le Congrès américain. C'est absolument incroyable. Que dirions-nous en France si on avait vu la même scène? Nous serions le pire pays du monde dans notre esprit, puisque nous adorons nous le dire. En tout cas, 4 ans difficiles pour Joe Biden, impossible. Très compliqué en tout cas, parce que même il le commence sur une fracture et lui-même l'entretient, donc à mon avis ça va être dur. Et sur le contrat social, Maxime en parlait tout à l'heure, ce qui est intéressant, le contrat social c'est pas uniquement ce que Maxime a dit tout à l'heure, c'est un abandon des libertés pour un exercice en commun d'un certain nombre d'activités, notamment la démocratie. Et en fait le problème c'est qu'on voit des gens veulent s'extraire de ce contrat social, quelle que soit la vision. Non, il y a plusieurs visions, la vision de Hobbes, la vision de Rousseau, etc. Il y a plusieurs visions possibles, mais Trump là, en n'insistant
pas à la prestation de serment de Biden, il veut vraiment clairement s'extraire de la démocratie. En tout cas, c'est très problématique. En tout cas, il montre un divorce entre deux parties de l'Amérique qu'on aura beaucoup de mal à voir se réconcilier pendant les 4 ans qui viennent. Merci à tous les deux. Merci. Et meilleurs vœux à vous à nouveau d'ailleurs. Maxime Thiebaud, élève avocat, bientôt avocat, on vous le souhaite en 2021. Il serait temps. Allez, on avance. Auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle, c'est publié chez VA Presse. Merci Tom Conan, artiste, écrivain, auteur du livre Radical, c'est publié chez Albin Michel. Vous aimez les cornflakes? Oui, non? Oui. Ça m'étonne pas du tout, c'est de votre âge en plus. Et bien justement, ça tombe très bien dans un instant. Parlons vrai avec les entrepreneurs, puisque Aurélie Planex sur Sud Radio et sur Bismart reçoit l'un des patrons de Nestlé Céréales France. C'est le directeur général. À tout de suite sur Sud Radio.